Pour justifier l'arrestation des membres du FNDC, le parquet général a fait une sortie hier. Nous avons déjà Maître Mohamed Traoré en ligne. Maître, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour, Monsieur Milimono, bonjour à vos collègues et bonjour à l'ensemble des auditeurs. On a suivi votre sortie après cette procédure que beaucoup qualifient d'arrestation musclée, du inédit, du jamais vu. Et vous avez fait quand même une analyse juridique de la démarche du procureur. Et dans son communiqué, il soutient cette démarche des OPJ pour dire que ça a une base légale et qu'on était dans une procédure de flagrance. Il parle d'enquête par flagrance et non d'enquête préliminaire. Donc, ces OPJ n'avaient pas besoin de convocation, ni mandat d'amener, ni mandat d'arrêt. Ils étaient dans la logique. Et vous avez un avis contraire. D'abord, sur la procédure, qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur le comité du procureur? Où il y a des souffrances, à votre avis? Je voudrais dire d'entrée de jeu que je suis un membre du CNT. Et s'il y a injure à l'endroit des membres du CNT, je me sens concerné aussi par cette injure. Mais au-delà de ma qualité de membre du CNT, je suis aussi un avocat, un défenseur des droits de l'homme. Nous, les avocats, nous sommes très attachés au respect de la forme. Même quand je me sens insulté, quand je me sens victime d'une infraction, je préfère que la forme soit respectée dans la poursuite de cette infraction parce que je pourrais être un jour à la place de l'auteur de l'infraction. Donc il est très important pour nous que l'accent soit mis aussi sur la forme et non pas seulement sur le fond. Comme le disait un grand penseur, la forme est la sœur jumelle de la liberté. Pour en venir à votre question, j'ai lu le communiqué qui a été rendu public par le parquet général de la Cour d'appel de Conakry. Je me pose même la question de savoir aujourd'hui s'il faut commenter ce communiqué parce qu'en réalité, c'est un communiqué qui ne répond pas aux préoccupations qui sont celles de l'ensemble des défenseurs des droits de l'homme et de toutes les personnes éprises de paix et de justice. Sur la question de la flagrance, je sais qu'il y a beaucoup de textes qui ont été cités, mais l'essentiel n'est pas de citer les textes. Il faut aussi faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre les textes et les faits. Et moi, je trouve qu'il n'y a aucune adéquation justement entre les textes et les faits. On parle de procédure de flagrant délit. Je me pose la question de savoir est-ce que, parce qu'on est en procédure de flagrant délit, la forme ne doit pas être respectée. Apparemment, c'est la réponse du parquet général de la Cour d'appel de Conakry. Mais je pense qu'il faut faire la distinction entre la notion de crime et délit flagrant et la procédure de flagrant délit elle-même. L'article 63 du Code de procédure pénale définit clairement ce qu'il faut entendre par crime délit flagrant. En réalité, il s'agit de deux hypothèses fondamentales, un crime qui se commet actuellement et un crime qui vient de se commettre. Lorsqu'un poste a été fait le samedi et on a attendu 3 jours pour mettre la main sur l'auteur de ce poste-là, je ne pense pas que l'on soit dans le cadre d'un flagrant délit. Peut-être qu'on peut appliquer la procédure de flagrant délit, mais ça, il appartient au procureur de la République de décider de cela, et pas au niveau de l'enquête préliminaire. Donc, voyez-vous, ce sont des questions sur lesquelles j'ai même l'impression parfois que les pénalistes souffrent beaucoup dans ce pays. Parce que lorsque, sur des questions aussi banales, on a des interprétations aussi divergentes, on se pose même la question sur la compréhension des textes. Mais au-delà de tout cela, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, je l'ai dit hier quelque part, lorsque la poursuite d'une infraction risque de causer plus de troubles que l'infraction elle-même, la sagesse commande de ne pas engager des poursuites. Et d'ailleurs, il y a un sage membre du CNT qui a repris cette règle-là dans d'autres termes en disant que lorsque le remède fait plus mal que le mal lui-même, mieux vaut réfléchir plusieurs fois avant de penser à appliquer ce remède-là. Vous savez, le droit, lorsqu'il est poussé à l'extrême, il peut créer des injustices. Il peut être à la base du trouble, alors que le droit même a pour vocation de mettre de l'ordre dans le pays. Donc, sur cette question, ce que je pourrais dire, je pense que le procureur de la... Et c'est d'ailleurs là que j'en appelle au procureur de la République.
Parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'à Conakry, il n'y a pas de procureur de la République. Parce que si le procureur général peut certes donner des instructions au procureur d'instance, mais le procureur d'instance a ce qu'on appelle le pouvoir propre des chefs de parquet. C'est vrai qu'ils sont tenus, mais comme l'a rappelé un confrère ce matin sur une autre radio, le procureur général ne peut pas se substituer au procureur d'instance. Je pense qu'il est temps que ces procureurs-là prennent leurs responsabilités en se fondant sur leurs attributions telles que celles-ci leur sont reconnues par le Code de procédure pénale. Donc vous êtes en train de dire que le procureur général aujourd'hui, qui est quand même celui-là qui anime et coordonne l'activité du parquet et qui relève de sa compétence, vous pensez qu'il marche sur les plates-bandes des procureurs de la République? C'est exactement cela. C'est exactement cela. Je pense qu'il joue un rôle de coordination. Mais si c'est lui qui est sur le terrain à tout moment, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui reste au procureur d'instance comme attribution. Et moi, je voudrais vraiment en appeler au procureur général pour qui j'ai assez de respect en raison de la fonction qu'il exerce, qu'il sache que lorsque lui-même il a été victime de ce que beaucoup ont considéré ici comme une injustice à l'occasion de sa suspension, il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'institutions comme le barreau qui se sont levées pour dire non, il y avait une violation de la loi, donc il fallait lever la suspension. De la même manière que lorsqu'on constate que lui-même, dans certaines de ses démarches, il y a une entorse à la loi, il est important qu'on le lui dise. C'est vrai, il a dit que dans ce pays, personne ne peut l'effrayer, mais qu'il soit convaincu qu'il y a beaucoup d'hommes comme lui que personne ne peut effrayer aussi, et que quand il y a des violations de la loi, il faut dénoncer. Parce qu'on ne combat pas la violation de la loi par la violation de la loi. On ne peut combattre la violation de la loi que par le respect, par l'application de la loi. Et comme je l'ai dit, lorsqu'il apparaît dans le cadre d'une procédure que l'exercice des poursuites peut avoir des conséquences plus graves sur l'ordre public, mieux vaut renoncer à l'exercice des poursuites. Et peut-être le seul espoir que j'ai, c'est que lui, il n'est qu'un procureur. En réalité, c'est un demandeur de justice. Il ne rend pas de décision. Les seuls qui rendent des décisions sont des juges. Il faut faire confiance aux juges. C'est pourquoi moi, j'en appelle vraiment au calme et à la stabilité. Nous vivons dans une période qui est très fragile. Nous avons tous intérêt à ce que nous sortions de cette transition-là dans la paix et dans la sécurité. Mais la justice a aussi son rôle à jouer dans cette quête de paix et de sécurité. D'accord, allez-y, Caps. Alors, Maître Traoré, moi, je vais vraiment pas passer du dos de la cuillère avec vous. Vous disiez dans une de vos sorties récentes que ces actes qui sont en train d'être posés par le procureur ressembleraient à du populisme judiciaire. Qu'est-ce que vous sous-entendez par ça? Mais je vais plus loin avec la question. C'est aujourd'hui, le procureur, dans sa sortie hier, nous fait savoir que cette forme que tout le monde est en train de condamner, notamment cette arrestation musclée qu'on a pu voir, il justifie par dire que c'est par refus d'obtempérer que les agents ont fait usage de la force. Est-ce que vous voyez, vous comprenez cette sortie du procureur allant un peu dans ce sens-là? Et la dernière question, c'est par rapport à ceux qui sont même arrêtés, notamment Gianni Alpha, Fonike Mengue et Billo. Quand on voit Fonike Mengue et Gianni Alpha et Billo, quand ils ont été entendus hier à la direction centrale de la police judiciaire, ils ont été entendus sous outrage à magistrat et non-respect des cours de tribunaux. Mais par contre, Gianni Alpha, c'est pour injure. Et quand on regarde très bien, selon ma compréhension, en écoutant les juristes, etc., et vous, c'est l'occasion pour vous de nous dire dessus, quand une infraction est liée, par exemple, à des injures, en réalité, c'est celui qui est victime qui peut porter plainte. Et vu que ce n'est pas le cas de Gianni Alpha, est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez que Gianni puisse être retenu à l'image des autres? Ça fait déjà plusieurs questions. Je vais commencer par la première, la notion de cette question de populisme judiciaire dont j'ai parlé. C'est une expression que j'ai empruntée à d'autres juristes guinéens. En réalité, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire simplement que si l'on doit judiciariser les moindres faits, même ceux qui ne trouvent pas gravement l'ordre public, je pense que il y a des problèmes. Quand vous prenez par exemple l'article 125 du Code pénal,
il y a ce qu'on appelle la dispense de peine. Lorsque certaines conditions sont réunies, même lorsqu'une personne a commis une infraction, on peut ne pas lui appliquer la sanction lorsqu'on estime que le dommage a été réparé, lorsqu'on estime que l'auteur de l'infraction, sa resocialisation, entre guillemets, est acquise. C'est vous dire que la justice doit, dans certaines situations, avoir un visage humain. Comme je l'ai dit au départ, le droit a pour finalité d'établir l'ordre et la sécurité dans la société, l'harmonie, l'entente dans la société. Mais si c'est le droit qui doit être à la base de troubles, je pense qu'il faillit à sa finalité. Maintenant, pour ce qui est du refus d'obtempérer, écoutez, on a tous entendu ces gens-là dire où est le mandat, où est la convocation. Je pense que s'il y avait une volonté de faire les choses dans les règles de l'art, la moindre démarche aurait consisté à exhiber un mandat. Mais bien entendu, vous avez entendu les déclarations du procureur qui dit que en matière de flagrance, on n'a pas besoin d'enquête de flagrance, on n'a pas besoin de convocation ou ni de mandat. Oui. Je vais vous dire ceci. Il y a une logique qui se dégage un peu des règles de droit. Si, par exemple, ces personnes-là avaient été trouvées en train de commettre une infraction, nous sommes là dans l'hypothèse pure de la flagrance. Les OPJ, assistés des APJ, n'avaient aucune raison, n'avaient pas besoin de courir, aller chercher d'abord un mandat pour venir les arrêter. Parce qu'on les aurait trouvés sur le fait. Là, c'est logique. Mais là, ils ont été arrêtés pour des faits qui ont été commis quelques jours auparavant. Donc, on ne peut pas dire que dans cette hypothèse-là, ils n'avaient pas besoin de convocation. Donc, voyez-vous, à mon avis, il suffit de faire preuve d'un peu de bonne volonté en mettant de côté son ego pour faire une bonne application de la loi. Et même s'ils avaient, à supposer qu'ils aient refusé d'obtempérer, je crois que le fait de demander le titre en vertu duquel on doit les conduire devant un service de police judiciaire n'est pas un refus d'obtempérer. Moi, je ne considère pas cela comme étant un refus d'obtempérer. Mais voyez-vous, nos OPJ ont cette habitude d'agir de cette manière. Je pense qu'on est souvent témoin d'un OPJ ou d'un homme en uniforme qui vient avec une convocation et qui dit aux citoyens, le commandant dit qu'on doit partir ensemble. On ne vous donne même pas la possibilité de dire, bon, je prends la convocation, je vais après. Alors que c'est ce que la loi prévoit. Justement. Mais on vous dit, le commandant a dit, il faut qu'on parte, je ne vous laisse pas ici. Donc c'est cette mentalité-là qui s'est perpétuée et qui continue. Et cela est un danger pour les libertés individuelles. Maintenant, pour ce qui est de la question concernant l'outrage à magistrat, je ne commente pas cela. Comme je l'ai dit au départ, il y a des juges dans ce pays. En son temps, le juge Charles Wright, je ne parle pas du procureur Charles Wright, le juge Charles Wright avait fait preuve d'un certain courage, d'une certaine indépendance d'esprit dans l'examen de certains dossiers jugés sensibles. Je suis convaincu qu'il y a encore des magistrats du siège dans ce pays qui pourront faire cet effort d'indépendance, cet effort de conscience. Maintenant, concernant l'injure, quel que soit le texte que l'on va appliquer, que ce soit le texte sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, que ce soit le texte sur la liberté de la presse, que ce soit le code pénal, en matière d'injure, en matière de diffamation, sauf exception, l'action publique ne peut être mise en mouvement que sur plainte préalable de la victime. Et là, nous ne sommes pas dans cette exception-là. C'est pourquoi j'estime que normalement, dans le strict respect des principes, en tout cas, cette procédure-là devrait s'arrêter et les personnes qui sont poursuivies pour le chef d'injure publique doivent être libérées. Alors, monsieur Maître, et sur la plainte, puisque beaucoup disaient qu'il fallait d'abord que le CNT puisse porter plainte pour que le procureur puisse se saisir du dossier, mais à écouter le procureur, il dit qu'il n'en avait pas besoin, c'est sur la base d'une dénonciation qu'il a procédé ainsi. Est-ce que vous le comprenez? Non seulement je ne le comprends pas, mais je m'inscris en faux contre cela.
Je dois d'ailleurs remercier le président du CNT, M. Dansa Kourouma, qui n'a pas déposé plainte et qui n'a même pas dénoncé. Parce que dénoncer veut dire qu'on s'adresse à une autorité de poursuite. Mais il ne l'a pas fait. C'est tout à son honneur. Et dans tous les cas, en cette matière, la dénonciation ne suffit pas. C'est pourquoi je dis encore une fois que le droit pénal et le droit de façon générale est en train de prendre un sérieux coup dans ce pays. La dénonciation, en matière d'injure, la dénonciation elle seule ne suffit pas. Même si ces OPJ-là avaient trouvé les membres de la coordination du FNDC en train d'insulter, donc sur le fait, sans une plainte préalable de la victime, il est impossible, en tout cas, il n'est pas normal que des poursuites soient engagées. Là, nous ne sommes pas en train de donner des opinions ou des avis, nous sommes en train de dire exactement ce que dit la loi. Bien. Et d'ailleurs, dans un passage du Progrès général, dans une autre émission de ce genre, quand il a été interpellé sur la question de ce qu'on appelle, entre guillemets, les insulteurs publics, il a dit clairement qu'en cette matière, tant qu'il n'y a pas de plainte préalable de la part de la victime, il ne peut pas, les parties ne peuvent pas agir. Ce qui est vrai. Alors je me pose la question de savoir pourquoi ce qui est vrai dans un cas peut être faux dans un autre cas similaire. D'accord. Allez-y, sénateur. Bien, Maître Traoré, dans cette théories, il y a un autre débat juridique qui est créé, c'est celui des personnalités protégées par la loi. Il y a des juristes qui ont fait des sorties, qui ont voulu extirper le parquet général de ces listes-là. Est-ce que selon vous aussi, aux yeux de la loi, au regard de la loi, le procureur général est critiquable? Bon, vous savez, je comprends bien cette polémique. Il s'agit de la question de l'outrage à magistrat. Il y a certains juristes qui estiment, ne soyez pas étonnés, le droit c'est une science de débat aussi. Hein. Il y a certains juristes qui estiment qu'en principe, que normalement les magistrats du parquet ne sont pas concernés par, disons, ne sont pas protégés contre l'outrage. Et quand on voit, quand on lit les dispositions de l'article 738 du Code pénal, on a l'impression qu'aucune distinction n'est faite entre les magistrats du parquet et les magistrats du siège. Moi, personnellement, ça me gêne un peu parce que normalement, les magistrats du parquet sont nos adversaires. Ils sont nos adversaires. Parfois, il peut arriver qu'ils tiennent des écarts de langage à notre égard. Quand on réplique à cela et qu'on dise qu'on a outragé un magistrat, ça fait un peu mal. Je comprends donc l'attitude de certains avocats qui, même si je ne partage pas cette position-là, ils disent que les magistrats du parquet ne sont pas concernés. Ok. Et l'autre question, peut-être avant Félix, aujourd'hui, le cas du Gani, injure publique, et des dispositions, la loi par exemple sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, cette loi est mise en avant, combat juridique. Il y a également la loi sur la liberté de la presse, il y a le code pénal guinéen, et beaucoup estiment que si on devait peut-être l'entendre ou s'il devait avoir une sentence, c'est sur la base de la loi la plus souple. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, c'est mon avis aussi, je me suis même exprimé là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai dit et je reviens là-dessus, que ce soit la loi sur la liberté de la presse, que ce soit le code pénal, que ce soit la loi relative à la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, on ne peut pas exercer de poursuite sans la plainte préalable de la victime. Et lorsque la victime retire sa plainte, cela met fin automatiquement à l'action publique. Je pense qu'on a intérêt, nous juristes, pour notre honneur, pour notre considération, pour notre crédibilité, que nous nous entendions sur ces notions-là, pour éviter d'avoir des interprétations divergentes, contradictoires, diamétralement opposées, alors que c'est la base même de notre science. Et donc, étaler nos contradictions sur ces notions fondamentales au risque de perdre notre crédibilité aux yeux de ceux qui nous lisent ou qui nous écoutent. Vous l'avez compris, dernière question puisqu'on est pris par le temps. La question que je vous posais, c'est par rapport même à l'acte, au siège donc du FNDC. Pour certains observateurs, il a dit on devait poursuivre les agents de la BRB qui étaient allés arrêter donc Fonike Mengue et tous ses amis au regard de comment ils ont été arrêtés. Est-ce que vous partagez cet avis?
Babila, enchaînez rapidement. Je vais enchaîner une autre question. Qu'est-ce que vous pensez du silence du ministère de la Justice face à toute cette situation? On a l'impression que la justice guinéenne se résume à Charles Wright aujourd'hui. Et remontons le temps pour retrouver Charles Wright, juge magistrat du parquet, qui avait enregistré un magistrat de siège plutôt, qui avait enregistré un magistrat de parquet. Et aujourd'hui, en tant que magistrat de parquet, il cautionne un acte que tout le monde est en train de déplorer. Est-ce que ces deux personnes différentes que vous retrouvez finalement, est-ce que ce qu'il avait fait à l'époque, c'est vraiment du domaine de la loi? L'homme a changé. Écoutez, pour ce qui est du droit pour les membres de la coordination du FNDC interpellés dans les conditions que l'on connaît, donc de saisir la justice, encore une fois, c'est un droit. Ils ont la liberté, enfin, ils ont le pouvoir d'en user, ça c'est à leur discrétion. Dans tous les cas, il faut rappeler que certains OPJ avaient fait l'objet de plaintes sous le régime du président Alpha Condé. Ces plaintes-là avaient souffert d'interférences, de lenteur, mais il a fallu attendre après le 5 septembre pour que ces OPJ-là comparaissent et soient condamnés. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait des plaintes contre ces OPJ, même si dans le communiqué du parquet général, on a tendance, enfin c'est même pas une tendance, on constate qu'il bénéficie d'une protection, d'une compréhension, d'une mansuétude de la part du procureur général. Maintenant, en ce qui concerne le silence du ministre de la Justice, je pense qu'il est même du devoir du ministre de la Justice de rester silencieux. Parce qu'il suffit qu'il tienne un seul discours pour qu'on parle d'interférence de la justice dans une affaire judiciaire. Donc moi, je crois que même si nous sommes dans une certaine mesure dans ce qu'on appelle une illusion d'indépendance de la justice, gardons cette illusion-là, restons dans cette illusion. Je conseille à mon confrère maître Moriba Alain Koné de ne pas intervenir et de laisser la justice se faire. Encore une fois, la justice se fera. Je ne voudrais pas commenter les faits liés à cet enregistrement qui a été fait à l'insu de la personne enregistrée. Encore une fois, permettez-moi de ne pas commenter cela. Voilà, vous l'avez compris, c'était Maître Traoré, ancien bâtonnier, commissaire au Conseil national de la transition. Merci d'avoir répondu à nos questions, toutes nos excuses auprès de du public. On aurait voulu vous donner la parole, mais on est pris par le temps. On fera une doléance pour une extension de l'émission prochainement. Et toutes nos excuses aussi à M. Tidiane Diallo du côté de la France. On devait l'appeler, c'est le gérant de la structure Créa Concert qui a cette mission d'organiser le concert de Gagné Alpha du côté du Bataclan à Paris. On voulait aussi l'écouter dans cette émission. Toutes nos excuses, ce n'est que partie remise. On vous prendra dans le prochain numéro. Merci à toutes pour l'attention. Portez-vous bien où que vous soyez. Merci à tous nos chroniqueurs. Surtout prenons soin de la Guinée car elle le mérite. Au revoir. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono, Babila Keita, Félix Milimouno, Sénateur Diallo, Kabz, Bangali Yansané, Alphonse Marat. C'est Espace Expression sur Radio Espace.